Salut à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast de l'équipe Rivers Basket Session. Désolé si je bafouille d'entrée de jeu, moi je suis Théophile Messer, l'un des rédacteurs en chef de Rivers et de Basket Session. Et là je vous avoue qu'on a un petit peu les yeux éclatés parce qu'on vient de boucler le prochain numéro de Rivers. Voilà, tout vient de partir chez l'imprimeur. Comme on vous en avait parlé, si vous êtes passé un petit peu sur nos réseaux ou sur Basket Session, le prochain thème qui nous tient à cœur sera sur les playmakers, ces joueurs qui font la décision, qui font la différence pour leurs joueurs, pour leurs équipes, pardon, pour leurs coéquipiers, pour leur franchise. Voilà, donc on a un petit peu la tête explosée entre les finales NBA qu'on suit avec beaucoup d'attention et ce bouclage c'est toujours un exercice passionnant mais un petit peu éprouvant. Heureusement, avec moi aujourd'hui, Shai Mamou, toujours présent pour le podcast, qui sera, je l'espère, plus réveillé que moi, ou du moins plus à même d'articuler sa pensée de manière clairement. Comment ça va, Shai? Ben, ça va super, ça va mieux que notre ami Antoine Pimel qui essaie de se faire passer pour Klay Thompson au Chase Center et qui est resté bloqué là-bas. On ne peut pas compter sur lui aujourd'hui. Ça a failli passer, hein, il a failli réussir, mais voilà. C'est vrai, franchement, si vous n'avez pas vu la vidéo là, de l'usurpateur là, qui a réussi à aller faire un peu de shooting sur le parquet des Warriors, allez faire un tour sur Basket Session parce que ça vaut vraiment le coup. C'est quand même une très belle supercherie, quoi. C'est clair. Voilà, on va revenir au sujet qui nous occupe aujourd'hui. Les finales, bien sûr, finale NBA. Les Warriors qui ont repris l'avantage et qui mènent maintenant 3-2 dans cette finale face aux Boston Celtics. Match à suivre, match 6 dans la nuit de jeudi à vendredi à Boston. Alors, la dernière fois qu'on s'était vu, la série était encore, qu'on s'était parlé plutôt, du moins dans le cadre du podcast, la série était personne ne savait encore de quel côté ça allait partir. Il y avait 1-1 si je me souviens bien. Depuis, il s'est passé pas mal de choses. Ce qui en ressort, je pense, c'est surtout la capacité à rebondir des Warriors, leur résilience impressionnante, aller prendre le match 4 derrière un Stephen Curry incroyable sur le parquet de Boston, puis arriver à verrouiller la victoire au match 5 sur leur propre parquet. Shai, toi, qu'est-ce que tu as retenu un petit peu de ces deux derniers matchs, on va dire, de la dynamique actuelle de cette finale? Tu en es où, toi? Bah, ce qui est fou, c'est que là, en t'entendant dire, ouais, la semaine dernière, il y avait un partout, on s'aperçoit qu'il y a 3 matchs qui se sont joués, quasiment 3 histoires différentes, un peu, avec des thèmes entre les Warriors qui se plaignaient du public de Boston qui était trop vulgaire, Draymond Green qui se faisait un peu titiller sur le fait qu'il devait plus se concentrer sur le jeu que sur son podcast. Enfin, il y a plein de... Voilà, le match de Steph Curry, incroyable. Euh, ça reste des finales... finalement plus incertaine que ce que moi je pensais, parce que depuis le début, je pensais que les Warriors auraient plus de marge que ça. Or, on a quasiment tout le temps des matchs qui se jouent en 10 points. À part la victoire des Celtics dans le Game 3, ça s'est quasiment toujours joué en 10 points. Et là où j'en suis, c'est que maintenant, je n'ose plus trop m'avancer et me dire oui, c'est bon, comme j'avais dit, les Warriors vont gagner, parce que Boston lâche pas. Boston n'est jamais complètement euh, par terre, quoi. Là, sur le dernier match, même s'ils n'ont pas gagné, je n'oserais pas dire qu'à domicile au prochain game, ils vont perdre et que les Warriors seront champions. C'est une possibilité, mais donc voilà, il y a un peu toutes ces histoires qui se mélangent entre l'impression qui change d'un jour et d'un match à l'autre, avec Curry qui sort ses 43 points, où tu te dis ça, c'est bon, c'est le match signature, son argument pour être enfin MVP des finales. Derrière, c'est plus compliqué, il fait un match catastrophique en adresse à 3 points. C'est honnêtement très très dur La constance, c'est pas facile à trouver, mine de rien, dans ces finales, je trouve. Bah, Parce oui. que Ouais, c'est clair, parce que les joueurs. tu disais d'un match à l'autre, mais même parfois d'un carton à un autre, ou même à Ouais, l'intérieur d'un même carton, il y a quand même des renversements de balancier qui sont super impressionnants d'un côté comme de l'autre. ouais, non, mais complètement. Et c'est pour ça que j'ai du mal à. En fait, là, je profite, j'apprécie vraiment le côté incertain des finales qu'on avait plus ou moins évoqué avant. De toute façon, on était content que ce soit ces deux équipes-là, avec ces profils-là et ces histoires-là qui soient là. Euh, Là, j'avais encore envie de dire que les Warriors me semblent au-dessus et ont l'air d'avoir toujours cette marge dont je parlais, cette profondeur de banc qui me paraît supérieure. Le fait que qu'un joueur comme Wiggins soit la troisième ou quatrième option de l'équipe, c'est un luxe que les Celtics n'ont pas. Et voilà où j'en suis moi un peu à l'heure actuelle, quoi.
Ouais, quoi que là, on peut même se dire, c'est résolument la deuxième option de l'équipe, de ces Ah Warriors ouais. durant ces finales. Il est passé de bonus extraordinaire à joueur essentiel et indispensable maintenant. Même si, voilà, on en a parlé plusieurs fois tout au long de la saison, mais au bout du compte, je pense que du début à la fin, ça aura été le joueur le plus constant, le plus régulier du côté des Warriors, dans le sens où c'est un joueur qui est quasiment jamais blessé sur Ouais. toute la durée de sa carrière, il est quasiment toujours disponible. Défensivement, on en a parlé plusieurs fois. Il a vraiment passé des paliers là, Ouais. dans le match. Le dernier match, il était impressionnant, je trouve, dans sa capacité à ne pas faire d'erreurs défensives, vraiment, faire peu de fautes d'ailleurs, tellement il est dans le placement parfait, etc. Et puis maintenant, l'apport. Là, dans ce match 5, il y a plusieurs situations où la défense des Celtics tient complètement le jeu de mouvement Ouais. des Warriors et ils se retrouvent à devoir jouer 2, 3, voire même peut-être 4 possessions, si je ne me trompe pas, de mémoire dans le match, où c'est quasiment de l'isolation pour lui, un peu contraint et forcé. Hein, c'est clairement pas monter la balle et lui donner la balle pour qu'il se débrouille, mais il a été extraordinaire de précision. Puis il est ultra agressif quand il faut, en fait. Il est sur un mode qui est un peu différent de ce qu'on a connu de lui quand il jouait à Minnesota, où on le trouvait peut-être trop agressif offensivement, pas assez en contrôle et il shootait pas forcément à bon escient. Là, ouais, là t'as l'impression qu'il sent vraiment le moment où il a besoin d'accélérer parce que les autres solutions dans l'équipe sont pas les bonnes à cet instant précis. Et puis ce côté défensif enfin, on lui prêtait quand il arrivait en NBA, on se disait, ouais, ce gars-là, il a le physique, le morphotype pour être le défenseur un peu moderne et pour être un joueur ultra complet. J'en reparle à chaque fois parce que c'est marrant. Et là, maintenant, c'est un peu réhabilité, mais il y a notre fameuse couve sur de Ouais, Rivers, sur du hors-série. voilà, du hors-série sur les joueurs du futur. On faisait un peu l'évolution entre chaque joueur, chaque joueur marquant de chaque génération. Et on avait un peu pris le risque de mettre Andrew Wiggins comme dernier maillon de la chaîne, comme maillon le plus récent de la chaîne. Et bon, sur les premières années, c'était un peu compliqué. On avait été un peu comme tout le monde, je pense, un peu déçu par ce qu'il montrait à Minnesota. Et là, il est en train de devenir. Alors, je dis pas que ça devient le maillon, le nouveau maillon de la chaîne ultime, le winner total, mais ça devient enfin un joueur très complet, très important d'une équipe qui gagne. Et c'est déjà un accomplissement très, 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 très intéressant pour un joueur comme ça. Ouais, ce qui est fou, c'est une des plus grosses critiques qui remonte même à quand il était encore à Kansas, c'était ce que les Américains appellent le moteur, quoi, sa Ouais. motivation, sa capacité à être engagé, à rester engagé tout le long d'une rencontre, d'une finale, enfin, pas forcément d'une finale, mais d'une saison, etc. C'est aussi ce qui lui était reproché toujours à Minnesota, où on ne le trouvait pas leader d'exemple dans l'énergie. Et dans ce match 5, moi, je l'ai trouvé incroyable du début à la fin. Je veux dire, il a pris quoi, 29 rebonds en deux matchs, c'est quelque chose comme ça. Et jusqu'à la dernière possession, je l'ai trouvé engagé, incisif, des deux côtés du terrain, sur des petites choses, les écrans retard, aller au rebond si besoin, bien sûr défensivement sur Jason Tatum notamment. Il Ouais. est incroyable, je trouve, dans sa détermination et dans sa concentration. Je trouve que c'est un exemple finalement sur cette finale de sérieux et de focus à chaque match. Ouais, mais tu parlais de Tatum, pour l'instant, lui, on attend toujours le fameux match qu'il est censé avoir dans les pattes, le gros match où offensivement il est inarrêtable et où ça annule tous les plans adverses. Pour l'instant, Wiggins, c'est un peu la kryptonite pour Tatum, même si c'est une défense collective. C'est Tyrese Haliburton qu'on parlait dans le podcast de JJ Redick il y a quelques temps. Il disait, ouais, Tatum fait des playoffs magnifiques, mais il n'a pas encore affronté un adversaire direct en théorie, parce que même si ça switch beaucoup, qui peut lui poser autant de problèmes que lui posera Andrew Wiggins. Alors sur le coup, on avait dit, bon, oui, ceux qui ont écouté ont dû se dire, bah non, mais là, il est tellement sur une dynamique exceptionnelle que c'est pas Wiggins, aussi bon soit-il, qui va le gêner. Là, pour l'instant, c'est Wiggins qui le gêne, quoi. Ouais, c'est clair. Ça va un petit peu, enfin, tu y faisais allusion, là. Au-delà du cas Wiggins, c'est aussi la capacité défensive de cette équipe des Warriors, parce que dans la série contre Milwaukee, c'était une série très dure pour Tatum face à des défenseurs de haut vol, mais il y avait pas quand même. Moi, ce que je trouve impressionnant, en fait, dans le match 5, notamment des Warriors, c'est qu'à chaque fois qu'un joueur des Celtics attaquait le cercle, on voyait presque en direct, comme si on pouvait être dans leur tête et voir, pas forcément la panique, mais le nombre de questions qui se posent Ouais. au moment avec Draymond Green. Est-ce qu'il est vraiment en train de venir pour venir sur moi et que je peux faire la passe, ou est-ce qu'il est en train de feinter, de faire la passe et qu'il va repartir? Même chose quand c'est Gary Payton Jr., etc. J'ai trouvé que dans la mobilité et dans les intentions, la défense des Warriors avait été exceptionnelle dès le début du match, dès le début du match 5, à l'image de Draymond Green, en fait, que j'ai trouvé vraiment dans
j'ai retrouvé l'énergie et son Ouais. activité qui avait fait de lui le joueur incroyable qu'il était. Même s'il y a encore des moments où on l'a vu douter, il y a un moment où il prend un rebond offensif, il est littéralement tout seul sous le cercle et il ressort une passe pour un tir à 3 points d'Andrew Wiggins qui est tout surpris de recevoir le ballon. Donc on sent qu'il y a encore quand même du travail en termes d'assurance. Il a été un petit peu ébranlé, je pense, par le début de la série. Mais par contre, dans l'activité, dans le fait de venir se montrer, repartir, limite faire des feintes défensives comme les attaquants font, essayer Ouais. de feinter les attaquants pour les défenseurs, pardon, pour essayer d'envoyer une espèce de surcharge cognitive d'informations à traiter pour le joueur qui a déjà arrêté son dribble, qui est en train de partir, etc. Et là-dessus, j'ai trouvé que les Warriors avaient été incroyables tout du long là, sur ce match 5. Ouais, et Draymond Green, pour revenir à lui, il a eu, on va dire, deux matchs vraiment très compliqués où on ne le reconnaissait pas. Et où, quand il n'est pas dans son activité, son énergie, son leadership et son intelligence, hein, mine de rien, en défense, le fait qu'il ait eu du mal à apporter aussi en attaque, ça fait que ça rend une copie ultra brouillonne et que l'attention s'est un peu focalisée sur lui aussi. Mine de rien, c'est un peu le leader d'âme, comme on dit, de l'équipe. Et même les médias se sont vraiment concentrés sur lui parce qu'il avait beaucoup parlé avant, ce qui est son style. Il avait beaucoup, comment dirais-je, disrupté pendant le match avec les adversaires, à prendre des fautes techniques. Il a continué à le faire d'ailleurs, hein, sur le Game 5, il a encore chauffé un peu les Celtics. Mais le fait qu'il soit juste à ce niveau d'énergie et ce niveau de performance, sans qu'on voit encore forcément le Draymond Green élite où il casse des contre-attaques, où il est tout seul contre deux types juste sur l'anticipation, ou alors où il va être en triple-double. Magic Johnson avait prédit un triple-double pour lui, et c'était quand même pas ça, mais au moins il y avait, on a pu revoir un peu toute sa palette de la création, de la défense, de l'énergie vocale. Rien que ça fait une différence énorme, et c'est aussi ce qui permet ce qui a permis, je pense, aux Warriors de gagner le dernier match alors que Curry est en difficulté offensivement. C'est le À fait 3 points. que, voilà, À 3 à points. 3 points. Ouais. C'est vrai qu'il faudra revenir dessus. Mais à 3 points, ce qui n'est pas négligeable, parce que quand il est en difficulté à 3 points, l'équipe n'est pas forcément, généralement en tout cas, est en difficulté. Et le fait d'avoir Draymond Green qui est comme ça sur cette énergie-là, je pense que ça a beaucoup joué aussi. Ouais, mais je suis tout à fait d'accord. Ne serait-ce sur une chose aussi bête que le pick and roll, on l'a vu beaucoup plus rouler au cercle, en fait, en ouverture de demander la balle. Et ça change tout parce que c'est toujours plus difficile dans l'action, dans le mouvement, alors qu'il y a un joueur qui est en train d'arriver vers vous, vers le panier, avec le ballon en main, de se dire ah non, c'est Draymond Green, donc c'est pas si dangereux que ça, donc je vais faire telle ou telle chose, que quand la balle ressort sur lui à 3 points, qu'il est tout seul et que tu as le temps, vraiment, la défense a le temps de se dire bah, c'est Draymond Green, qui prenne le tir, nous on va gérer le rebond. S'il en met un, c'est pas très grave. De toute façon, on pense qu'il va pas les mettre. Et cette manière de rouler au panier, d'aller jouer les rebonds offensifs, j'ai trouvé que dans les écrans en retard, elle avait été vraiment bien meilleure aussi face à un joueur comme Robert Williams, qui est pas facile à manœuvrer. On y reviendra encore. On en parle à chaque podcast, mais c'est dingue. En fait, le match est en train de se décider sur l'impact de Robert Williams d'un côté Ouais, et de Kevin Looney et de Gary Payton de l'autre. Quasiment, ouais. c'est pas les meilleurs joueurs de leurs équipes, mais ce sont les deux facteurs X qui sont en train de peut-être de décider du sort de cette finale. Et même quand il y avait Robert Williams, dès le début du match, notamment puisque Kevin Looney n'a pas commencé le match, il était à nouveau sorti du banc, j'ai trouvé qu'il avait été beaucoup plus tout de suite dans l'intensité, aller tout de suite, essayer de le contrôler sur les rebonds, essayer d'empêcher ces prises de rebonds offensifs de Robert Williams qui ont beaucoup pénalisé les Warriors sur le début de la série. Ouais, complètement. Mais c'est vrai que j'en ai l'impression de le répéter à chaque fois, de l'importance de Williams dans cette équipe tout court. Là, c'est vraiment une montée comment dire, en importance parce que quand on se souvient, et voilà, il est arrivé avec l'histoire qu'on connaît, toujours à la bourre et machin, de prospect intéressant mais qui n'est pas déterminant. Et là, et je rappelle encore qu'il joue diminué physiquement et il se plaint à chaque fois, il se plaint. À chaque fin de match et avant le prochain, il est toujours incertain, il se plaint des genoux, voilà, il serre les dents, mais il fait encore son dernier match, même si effectivement il a peut-être un peu moins pesé comme ça de visu. Il finit avec 10 rebonds, 4 contre, il est à. Enfin, non, ça c'était sur le match précédent, mais dans tous les cas, il est toujours ultra important et il pose des problèmes. Donc le fait que Draymond arrive à matcher un peu l'énergie ou à canaliser celle de Robert Williams, c'est hyper important.
Ouais, parce que sur l'ensemble de la série, son plus-minus là, pour les Ouais. Celtics, c'est lui qui est premier de très Ah très ouais, loin. très loin. Très très loin. Et finalement, s'il ne joue pas plus, c'est simplement parce que Ime Udoka n'a pas la capacité de le faire plus, parce qu'il est, comme tu le rappelais, diminué Ouais. par ses problèmes au genou. Donc ça, c'est vraiment impressionnant, cet impact qu'il a. Et de l'autre côté, bah, Ouais. je propose qu'on parle 2 minutes de Gary Payton Jr. parce qu'en fait, Ouais. ce que je trouve incroyable dans le cas de Gary Payton et de Kevin Looney, personne essaiera jamais de les catégoriser en disant que ce sont des grands scoreurs. Mais par contre, je trouve que tous les deux ont une qualité, une capacité à finir les actions qui est impressionnante. Ils reçoivent la balle souvent dans des situations qui ne sont pas forcément faciles, Mm. notamment sous le cercle tous les deux, hein. Gary Payton, c'est Ouais. une espèce de... Franchement, c'est plus un poste 4 qu'un meneur dans le jeu. Il porte des écrans, il roule au panier, il va jouer les Ouais. rebonds offensifs. Et ils ont tous les deux une capacité à rien gâcher. Littéralement, quoi. Limite, on est étonné de voir Kevin Looney rater un panier, ça arrive de temps en temps comme à tout le monde, mais ils ont une sûreté de main près du cercle, malgré le contact, malgré les défenseurs, Ouais. qui fait une différence monstrueuse. Bah, Monstrueuse parce que comme c'est pas l'option 1, 2 ni 3, c'est vraiment, il n'y a rien qui tue plus la défense de se dire, bon, bah, pendant 22 secondes peut-être, face à une équipe aussi forte que les Warriors, on a défendu tous les feux qui étaient les plus dangereux, et finalement on se fait punir par Gary Payton qui a fait une coupe à la dernière seconde, qui vient chipper un petit rebond offensif, ou par Kevin Looney qui reçoit la balle et qui marque. et c'est ça, Peyton me met 15 points sur le dernier match, et tout en gardant son activité défensive, il fait 3 interceptions aussi. Effectivement, je pense que ça démoralise vachement quand tu dis, bon, on a réussi à canaliser un peu les pétards ambulants du First Unit, et puis derrière, tu as ce mec-là comme tu disais, que tu n'arrives pas à catégoriser, même si son jeu, enfin, logiquement, il commence à connaître son jeu, mais il arrive, il rate rien, il est hyper intelligent, combatif, et il s'en est pas fallu de beaucoup pour qu'il joue pas du tout de la série. Au final, il faut se rappeler qu'il y a eu cette blessure qui aurait peut-être qui aurait pu ou dû l'empêcher de jouer ces finales-là. Et là, c'est encore un joueur ultra, ultra important. Et du coup, ça me refait penser au début de saison où ils ont coupé Avery Bradley au profit de Gary Payton. Et sur le coup, tout le monde avait fait, mais c'est curieux quand même. Ok, Payton, valeureux, tout ce qu'on veut, bon défenseur, mais Bradley a un CV un peu plus reluisant. Et là, quand tu vois qu'en finale, c'est un des joueurs les plus précieux qui soit pour les Warriors, c'est encore d'une fois du bon management et du flair là où d'autres auraient peut-être procédé différemment. Ouais, c'est clair, c'est aussi bah, la force d'un entraîneur en la personne de Steve Kerr et de son staff qui connaît vraiment très très bien ses joueurs. Par exemple, moi j'étais ébahi de voir qu'il tentait de remettre André Iguodala sur le terrain. Je pensais qu'on le Ouais, reverrait plus, qu'il ne sortirait ouais, plus du formol avant la parade au mieux si jamais ça doit aller au bout pour les Warriors. Finalement, il est rentré, il a peu joué, c'est vrai, mais il a pas été pénalisant comme il avait pu l'être ouais, lors du game 2, si je me souviens plus, game 1, game 2. Il avait déjà joué par le passé, où j'avais trouvé qu'il avait été assez dramatique. Alors, pas dans ouais. les intentions, hein, mais Mm. simplement, tu peux pas arriver dans un match de finale comme ça sans avoir joué et en étant encore diminué et briller, c'est quasiment impossible. Là, je l'ai trouvé, même sur une très courte séquence, je l'ai trouvé bon. Je continue à être époustouflé. Je pense que le terme n'est pas trop fort, à part les prouesses défensives de Nemanja Bjelica, qui Mm. visiblement est la kryptonite de Jason Tatum. À chaque fois qu'on se retrouve switché sur lui, on se dit bon, bah, c'est cuit, les Celtics vont repartir avec 2 points. Et dans bien des situations, il arrive à le contenir. Et je Ouais. pense que là aussi, on pourrait y revenir, mais il y a de mon point de vue, j'ai le sentiment qu'il y a une vraie difficulté pour Jason Tatum à aller finir des actions proches du cercle. Et finalement, il se retrouve assez vite embêté par des défenseurs plus lents mais plus grands qui l'empêchent de prendre ces petits tirs à reculons, ces petits long tours voilà, en déséquilibre. Du coup, il est bien plus perturbé. Et là aussi, Bielitsa, il fait un super match en fait. À chaque fois qu'il est rentré dans cette finale, il a fait des stops défensifs, ce qui est incroyable. Franchement, Ouais. il y a une action où même il vole le ballon des mains de Jalen Brown avant de partir en contre-attaque. Ouais. En attaque, les quelques rares ballons qu'il a exploités, il ne fait pas d'erreur. Ça ne veut pas dire que ça tombe tout le temps dedans, mais c'est toujours de la justesse. Et ça, c'est un petit peu ce qui est en train d'user, j'ai le sentiment, les Celtics, c'est que petit à petit, alors comme tu le disais, Shai, d'un match à l'autre, d'un carton à l'autre, on serait prêt à donner le titre à une équipe ou à l'autre de manière alternative. Mais ce que je trouve intéressant du côté des Warriors, c'est que j'ai l'impression que parmi les joueurs qui n'avaient pas connu encore ce niveau de la compétition, ils se sont aguerris et maintenant ils ont compris leur nouveau rôle quelque part. Et sur le match 5, je pense que voilà, j'étais un peu circonspect au sujet des performances de Jordan Poole sur ses finales NBA. Ce match 5, j'ai eu le sentiment ou l'impression du moins qu'il avait compris son rôle, qu'il avait saisi qu'il n'allait pas pouvoir jouer, briller ou jouer
avoir autant de liberté que si c'était des matchs de saison régulière ou même sur les séries de playoffs précédentes. Et je l'ai trouvé du coup beaucoup plus incisif en attaque, dans le sens, alors c'est un joueur qui refuse jamais un tir, mais j'ai trouvé plus précis dans ce qu'il voulait faire, plus propre dans son jeu offensif. Défensivement, ça reste compliqué, mais je l'ai aussi trouvé plus concerné, plus concentré aussi. Et du coup, il a eu un impact que j'ai trouvé vraiment très, très fort dans ce match. Oui, il a toujours, en plus, cette espèce d'étincelle de folie que tu cherches chez un sixième homme dans des séries de playoffs comme ça, où tu cherches la chose qui va faire la différence. Et il arrive toujours, là, c'est le deuxième panier au buzzer de fin de carton qu'il arrive à mettre. Et celui-là, Celui-là a été dur, hein. il est Pour les super fort. Celtics, il est très, très dur. Enfin, tu vois, tu prends ça dans la tête quand tu es bien, tu es devant, tu as comblé le retard à l'extérieur, tu te dis, bon, c'est. Et là, le gars, il te rentre un shoot comme ça, et derrière, c'est la chape de plomb, quoi. Euh, mais là, tout ce que tu viens de dire, c'est ça, on en revient au banc des Warriors contre le banc des Celtics. Enfin, pour moi, il y a un monde d'écart et c'est aussi ce qui est en train de les faire basculer les finales en leur faveur. Je dis ça, mais peut-être que au prochain podcast, on dira ah ouais, incroyable, les Celtics sont revenus. Mais c'est pour moi, là, c'est vraiment un facteur important quand tu vois qu'ils mettent 31 points, même si c'est réparti sur 3 joueurs, et qu'en face, ça en met, je passe 7, je crois. Et souvent dans un peu du semi-garbage avec les Stauskas et tout. Tu vois, et là le banc des Warriors, beaucoup trop. Voilà, comme tu disais, ils savent exactement ce qu'ils ont à faire. Tu parlais de Bjelica, et sur les 3 derniers matchs en question, il a joué un quart d'heure, je crois, en tout. Hein. Ouais, Pourtant, on se souvient, effectivement, tu as raison, on se souvient de séquences où il verrouille un Tatum, où il fait des très bons choix, mais c'est sur un. Voilà, ils ont un temps de jeu très réduit, mais ils l'exploitent de manière incroyable, en fait. ouais, parce qu'en fait, du côté des Warriors, il y a un Stephen Curry qui est phénoménal. Alors, pas forcément plus phénoménal que ce qu'il a pu être par le passé, mais tout simplement phénoménal parce que voilà, dans son niveau de jeu, je l'ai trouvé. Enfin, c'est pas, j'apprends rien à personne, mais il est toujours là, tout sourire. C'est un joueur qui peut donner l'impression d'être ineffable. Je l'avais rarement vu aussi hargneux par moment même. J'ai des souvenirs même où après une, comment dire, un errement défensif où un joueur des Warriors sécurise pas le ballon, un joueur des Celtics le prend et marque derrière. C'était une des rares fois où je l'ai vu de sa carrière montrer vraiment un agacement, un énervement parce qu'un de ses coéquipiers n'avait pas fait le job. On sent que plus que jamais, je trouve qu'il y a l'urgence du moment, l'urgence de prendre ces matchs, de ne pas se planter sur cette finale. Et donc, la grosse difficulté pour les Warriors, c'est est-ce qu'on peut survivre quand il n'est pas sur le terrain? Comment est-ce qu'on peut survivre quand il n'est pas sur le terrain? Et c'est pour ça que l'apport de joueurs comme Bjelica, par-ci, Jordan Poole, qui est bien sûr bien plus qu'un role-player maintenant pour les Warriors, mais quand il est bon, c'est pour ça que c'est une telle importance, c'est que d'un carton sur l'autre, la défense des Celtics est tellement forte que même s'ils sont à -16, ils peuvent revenir. Ils l'ont prouvé dans le match 5. À un moment, ils étaient largués. Finalement, ils sont revenus, ils sont même repassés devant. Donc, on peut pas. Les marges d'erreur sont extrêmement faibles. Et c'est pour ça que d'avoir des role-players qui savent ce qu'ils ont à faire, qui arrivent à le faire et avec autant de réussite que ça a été le cas dans le match 5, ça n'a pas de prix pour Steve Kerr et pour le staff des Warriors. Et puis, tu as aussi, on ne l'a pas mentionné encore, mais quand tu as Klay Thompson qui arrive à shooter autour des 50% et à être bien en rythme, contrairement à d'autres matchs dans cette série, ça fait aussi la différence parce que c'est pas juste, pour le coup, c'est pas juste un role player ou une option anecdotique, ça reste Klay Thompson, quoi. Et le voir apporter comme ça dans un soir où Curry est moins à l'aise à 3 points, c'est hyper important. D'ailleurs, je dis Curry, mais toute l'équipe était à la ramasse à 3 points, en fait. Hein. Ils ont shooté à 9 sur 40 sur le dernier, je crois. C'est improbable. Tu te dis, contre les Warriors, tu arrives à les faire shooter à 9 sur 40, donc c'est au-delà de la maladresse qu'il peut y avoir, ça reste. Il y a quand même un impact de la défense de Boston dont tu parlais, ça reste une défense d'élite incroyable. Mais tu te dis, un match à 0 sur 9, si on ne le prend pas, à 9 sur 40, on n'arrive pas à prendre ce match-là, c'est démoralisant. Il y a plein de petits trucs comme ça qui je pense, sur d'autres équipes, ça aurait pu être fatal, mais les Celtics arrivent à garder cette espèce de mental qui fait qu'ils ne s'avouent pas vaincus et qu'ils sont encore dans le coup. Tu vois, Mais c'est exactement ça. Et ce qui est vraiment dur pour Boston, enfin, encore une fois, hein, je ne serais pas étonné que ça aille en 7, hein, c'est pas pour dire qu'ils sont cuits du tout, mais leur défense est phénoménale, honnêtement. On a le sentiment que face à n'importe quelle autre équipe, les matchs, les victoires s'enchaîneraient les unes après les autres. Mais aussi. les Warriors ont une telle intelligence de jeu quand même. Je pense à une situation où à un moment, ils ont essayé pour varier un petit peu, ils ont trappé Curry sur un pick and roll.
mais instantanément. C'est dans l'instant même. Curry a vu venir la trappe, a pu servir tout de suite. Je ne sais plus si c'était Draymond Green ou Gary Payton qui a pu rouler tout de suite au cercle. Et en fait, c'est une équipe qui s'adapte tellement vite, qui a une telle lecture collective des choses il y a des moments, ça doit être éprouvant pour Boston ouais, la défense de Boston, elle est phénoménale. C'est pas, je veux dire, c'est à tel point même que le jeu, c'est peut-être la seule défense qui a forcé les Warriors à changer leur jeu. Ouais. On Ça me fait parlait penser à ce du que nombre tu de... disais, je ne sais plus qui on citait la dernière fois, mais ils te font même payer tes bons choix Oui, défensifs. C'est ça qui est fou, en fait. Ils s'adaptent à une vitesse et c'est là que ça sera intéressant de les écouter à ce sujet plus tard, quoi. Parce qu'on n'arrive pas à voir quelle est la part le côté intuitif des joueurs qui ont une intelligence naturelle à s'adapter à chaque situation et le travail qu'ils ont tous fait ensemble, l'expérience collective avec Steve Kerr qui chapeaute ça. Qu'est-ce qui fait que tu as une équipe là qui réagit aussi bien à chaque situation et qui s'adapte alors que le commun des mortels serait complètement en panique et se dirait non mais si même ça on peut pas ça marche pas contre les Warriors. Ce que tu disais, je suis persuadé que beaucoup d'équipes et même peut-être qu'on aurait pensé plus forte sur le papier que Boston aurait peut-être pris 4-0 ou 4-1 dans une série contre les Warriors en fait. ben, la question se pose clairement. Et ce qui fait la différence, j'ai envie de dire, sans vouloir faire à nouveau un coup de promo pour le prochain numéro de Rivers, que vous pouvez précommander d'ailleurs tout de suite. Allez, vas-y, je fais de la promo autant que j'y suis. Là. Vous Allez. pouvez aller sur Basket Session pour le précommander et être sûr de le recevoir. Mais c'est sur les aspects de playmaking, parce qu'en fait, on a d'un côté des Warriors qui savent très bien d'où vient le playmaking, que ce soit par le mouvement ou par les joueurs, et qui sont aguerris à ça. Et de l'autre côté, une équipe de Boston qui, à mon sens, est encore en train de découvrir tout ça. C'est-à-dire qu'on en a parlé plein de fois des progrès de Jason Tatum durant ces playoffs. Ils sont impressionnants, notamment dans ce secteur du jeu, dans le playmaking, l'animation, etc. Mais on sent que ce n'est pas encore maîtrisé, ce qui est normal, vu son âge, vu son parcours. Il est encore en phase d'apprentissage de ces aspects-là. Tout le monde n'est pas Luka Doncic ou LeBron James. C'est pas inné, ou du moins, c'est pas aussi précoce chez tout le monde. Et la différence, j'ai le sentiment qu'elle est là, où tu sens que les Warriors, globalement, même si les Celtics leur donnent beaucoup de difficultés, ont une compréhension collective de ce qui se passe, de ce qui est en train de se jouer, de là où peuvent se trouver les situations, de comment s'adapter, qui leur permet de faire de la lecture collective avec des passeurs hors normes comme Stephen Curry, dont le sens de la passe est quand même, je pense, globalement sous-coté. Draymond Green, bon, tout le monde le sait, mais même quelque part, un joueur comme Kevin Looney a une belle qualité de passe pour vite voir où est le danger, le resituer rapidement. Même un joueur comme Nemanja Bjelica, alors je ne sais même pas s'il a fait une seule passe décisive durant ses playoffs, mais c'est un joueur qui a aussi une belle vision de jeu. Et on en avait parlé à d'autres occasions, mais on sous-estime le prix, ou du moins comment dire, la richesse que ça a de pouvoir avoir systématiquement sur le terrain des joueurs dont tu peux raisonnablement espérer qu'ils prendront la bonne décision ou qui feront pas, où tu te dis pas, il faut surtout pas que ce joueur ait la balle en main, sinon on est cuit et on peut repenser à J.R. Smith en train de faire demi-tour du mauvais côté pour essayer au moment où le match 1 des finales aurait pu se prendre. Mais du côté des Warriors, il n'y a pas ça. C'est pas pour dire que du côté des Celtics, ils ont ce type de joueurs, mais je pense que le niveau d'expertise dans le playmaking, dans l'animation, est pas au même niveau que celui des Warriors. Et ce que tu disais pour Tatum, c'est exactement ça. Même si effectivement cette année, il a vraiment ajouté cette composante qu'il avait quasiment pas par le passé. Ça va être intéressant de voir maintenant, de saison en saison, comment il va continuer de faire évoluer son jeu ou pas. Parce que est-ce que ça va être un profil genre Yanis qui à chaque intersaison, il arrive, il se rajoute un dribble, il se rajoute un shoot, il se rajoute d'autres attributs et il devient beaucoup plus fort tous les ans. Ou est-ce qu'il va un peu stagner et rester sur ce style sur lequel il est en confiance et pas chercher à aller plus loin? Ça peut aussi être un élément important pour Boston. Si, encore une fois, ça doit être une défaite en finale et que c'était juste un rendez-vous pour le futur, et on va voir si justement Tatum peut être ce joueur qui peut encore progresser et être au rendez-vous avec Boston l'année prochaine. Je pense que ça, c'est... Non, mais carrément. Et en fait, ce qui me surprend beaucoup, moi, dans les performances de Jason Tatum, j'en parlais brièvement tout à l'heure, c'est sa difficulté à finir quand il attaque le cercle. Ouais. Vraiment. On sent qu'il cherche à provoquer des fautes. Donc ça, on comprend. Il n'en a pas tant que ça au bout du compte, mais c'est aussi parce que dans bien des situations, j'ai le sentiment qu'il évite le contact, en fait. Il Ouais. essaie d'éviter le contact au moment où le défenseur vient, même s'il est en décalage. Il va essayer de présenter ses bras en espérant être accroché et que l'arbitre sifflera une faute. J'ai limite l'impression qu'il oublie que
avant tout, il pourrait essayer de marquer et d'avoir la faute dans un deuxième temps. Et c'est un petit peu. C'est une faille que je n'avais pas forcément perçue dans son jeu. J'ai le sentiment que aussi il y a eu une erreur globale de la part des Celtics dans ce match 5 qui a été d'essayer d'attaquer Draymond Green frontalement au cercle quand il était déjà en place. Et là, il a une maîtrise du corps, des bras tellement longs, il est tellement costaud, et puis il a tellement cette science du placement que je pense que ce n'est pas une bonne idée. Essayer de l'attaquer quand il est en retard, oui. Quand il est déjà en place, je pense que ce n'est pas forcément la meilleure option du côté des Celtics. Mais par contre, dans le cas de Jason Tatum, ouais, c'est impressionnant de le voir avoir du mal à se débarrasser de Bjelica, on va encore en parler, de Wiggins, c'est pas si étonnant que ça finalement, mais même quand il arrive à passer Wiggins ou son défenseur principal, derrière, il y a une vraie difficulté à aller finir où je trouve à être déterminant dans son attaque de cercle au bout du compte. Je pense que ça, c'est quelque chose c'est forcément quelque chose sur lequel lui et le staff des Celtics aura mis le doigt, que ce soit, après, il faut voir si les effets seront sur le prochain match directement et qu'on va le voir être agressif, ce qu'il sait faire, hein, on l'a déjà vu attaquer le cercle fort sur certaines saisons, voilà, on n'a pas oublié. Donc on va voir si ces adaptations elles peuvent déjà avoir lieu sur le prochain match ou s'il faut attendre la saison prochaine, ça c'est un peu la question. Mais je maintiens qu'il a quand même toujours dans les pattes ce fameux match à 40 pions que Curry il a sorti l'autre jour, que c'est pas du tout impossible qu'avec le contexte de Boston, mine de rien, on parle toujours du contexte de telle salle, de tel endroit, de tel public. Alors ça n'a rien à voir avec des stades de foot ou avec des fous furieux machin, mais ça reste important parce que pour que les Warriors s'en soient pleins en disant ils sont ultra vulgaires, ils ont un comportement déplacé, etc. C'est qu'il y a une influence. Et je pense qu'avec ce qu'ils ont dit sur les matchs précédents, il faut s'attendre à ce que ce soit un bazar monumental au prochain match et que ça joue en faveur des Celtics, justement. Eh ben oui, écoute, parlons du prochain match. Je pense que tu as tout à fait raison en ce qui concerne l'ambiance de feu qu'il risque d'y avoir au TD Garden. On parlait de Draymond, de son activité, du fait qu'il il a besoin aussi d'être dans la provocation en permanence. J'imagine que le staff des Warriors, quand même, lui essaiera de lui rappeler que je pense que ça va être un match particulièrement piège pour lui, que de la part du public, mais je ne serais pas étonné non plus si les Celtics changeaient un petit peu leur fusil d'épaule et essayaient de devenir carrément l'instigateur pour essayer de voir s'ils ne peuvent pas lui faire choper une technique vite, voire une deuxième si possible. Moi, je pense que ça c'est vraiment un scénario que j'envisage. Du côté de Boston, il y a deux choses, moi, qui m'inquiéteraient un petit peu. C'est d'une part que c'est un match 6, que Klay Thompson, même si tu dis qu'il a mis des paniers, il y a encore un paquet de shoots que je suis étonné de le voir rater finalement, où j'ai le sentiment que c'est bien sûr la défense de Boston joue un rôle, mais où parfois j'ai simplement l'impression que c'est juste un peu manque de rythme, de répétition, un peu manque de poussée sur les jambes, vraiment. On oublie, le mec, il n'a pas joué pendant 2 ans, c'est même incroyable déjà qu'il soit à ce niveau-là dès cette saison, c'est inespéré. Donc ça, quand même, Game 6 Clay, c'est devenu un vrai truc. Donc à voir, là, s'il devait sortir un match fort au match 6, ça serait phénoménal. Et l'autre chose, c'est que je pense que c'est pas cadeau de jouer Stephen Curry quand il a fait un 0 sur 8, 0 sur 9 à 3 points. Ouais. Rien que la loi des statistiques la plus élémentaire ou des probabilités plutôt devrait te faire penser que tu vas t'en prendre un paquet au match 6. Donc attention, sachant que voilà, la variable qui est la plus difficile à évaluer, je trouve, ça reste la pression. Est-ce que Boston, est-ce que dans le vestiaire, vont partir sur ce match en disant il faut surtout pas qu'on se loupe, c'est notre dernière chance, ou est-ce qu'ils vont partir en disant c'est chez nous, on va faire le boulot et puis on ira prendre le match 7, ou est-ce que c'est les Warriors conscients du fait que ça peut se terminer là. Sur Basket Session, on a fait un article ce matin là où on parlait un petit peu du discours de Steve Kerr avant ce match 6 qui était plutôt sur le côté on va aller prendre ce match 6, régler l'affaire et puis ça sera fait. C'est des données qui seront intéressantes à prendre en ligne de compte, je pense, mais c'est vrai que l'ambiance s'annonce complètement folle pour ce match 6. Ouais, non, ça va être fou. Je repense à Boston, j'essaie de voir les éléments qui peuvent différer un peu par rapport à ce qu'on voit depuis le début de la série ou sur les 2 derniers matchs qu'ils ont perdus. Je me demande à quel point ils peuvent réussir à réimpliquer un peu plus à leur Ford offensivement aussi, parce qu'il a été énorme dans ses playoffs, hein. Honnêtement, c'est un facteur incroyable, on ne s'attendait pas à le voir à ce niveau-là. Là, sur cette série, je le trouve, il est bon.
Je trouve, ça va, honnêtement, défensivement, il reste un joueur ultra important, il facilite le jeu, il passe, mais il n'a pas encore eu ces matchs comme dans les autres séries où tu le vois sortir 20 points sans t'y attendre, où il rentre tout, où il met les paniers importants. Je le trouve un tout petit peu en dedans à la finition, en tout cas, et offensivement. Et je me demande s'ils ne vont pas chercher peut-être à l'exploiter un petit peu plus. Parce que là, jusqu'à présent, ça tourne quand même beaucoup autour de Tatum et Brown, qui ont leur match au niveau de l'adresse. C'est un peu irrégulier. Sur le dernier, c'était Brown qui n'était pas bien, même s'il a été bon avant. Smart est plutôt constant, mine de rien, offensivement, alors qu'on le voit comme un joueur ultra défensif, mais il arrive à mettre ses 15-20 points en slashant. Il reste vraiment très, très, très bon. Donc, je me demande si ça passe pas peut-être par du Al Horford un petit peu plus impliqué, par exemple. Ouais, ça va être intéressant à suivre. C'est vrai à part au match 1 où il avait été phénoménal, derrière, voilà, les Warriors avaient clairement quand même resserré la vis autour de lui pour ne pas lui laisser des Ouais. shoots aussi fréquemment, aussi ouverts. Et, tu peux jamais combler tous les trous. Donc, des shoots ouverts, il en aura certains, mais c'est clair qu'il n'en a pas eu autant. Ça va être effectivement très intéressant à voir. Ça sera aussi intéressant de voir si Ime Udoka joue son Vatou avec Robert Williams en se disant de toute façon, bah, ce match-là, il nous le faut quoi qu'il arrive. Donc, bah, s'il faut que tu joues 30 minutes, tu vas jouer 30 minutes ou plus. Et quitte à se dire, bon, bah, tant pis, l'urgence, c'est de gagner ce match-là coûte que coûte. Et puis, on verra, advienne que pourra, s'il y a un match 7. Et puis, oui, ben, l'adresse, non, pas l'adresse, pardon, je veux dire, la donnée finalement la plus importante pour Boston tout au long de ses playoffs et encore plus durant ses finales, ça reste les balles perdues. Parce que Ouais. c'était déjà quand même leur talon d'Achille de base. Mais les Warriors sont l'équipe qui te font payer le plus durement tes pertes de balles. Parce que non seulement ça se transforme en jeu rapide et comment dire, en opportunité de marquer des paniers faciles, entre guillemets, alors que quand sur attaque placée, c'est vraiment un cauchemar de devoir essayer de marquer face aux Celtics. Mais c'est qu'en plus, tu peux commencer à te prendre des runs, ça peut tomber à 3 points de la part de Clay, Steph, Jordan Poole. C'est vraiment la kryptonite des Celtics, c'est les pertes de balles et a fortiori face à cette équipe des Warriors qui les exploite comme personne d'autre. Là, sur le dernier, c'est 18-6, je crois, en perte de balle. Les Warriors ont été incroyablement propres avec le ballon, parce que même si Curry, on a l'impression qu'il a fait un match compliqué, mine de rien, dans la gestion, il a perdu qu'un seul ballon, fait beaucoup de bons choix et tout ça. Et les Celtics n'ont pas réussi à provoquer ces fameuses pertes de balles qui sont parfois un peu ce qui provoque la chute des Warriors dans certains matchs au niveau concentration, utilisation du ballon. Et par contre, ouais, en perdant 18 contre 6, ça a fait une énorme différence. Et c'est un peu le souci. Pour revenir à Tatum aussi, il a battu le record du nombre de pertes de balles sur une série de playoffs qui appartenait à LeBron. Alors, c'est un peu, ça veut pas, c'est pas pour tirer sur lui, hein, parce que c'est aussi un joueur qui a un temps de jeu gigantesque. Tu as eu des séries en 6-7, forcément, ça fait beaucoup de matchs. Mais c'est encore un des petits trucs qui doit améliorer et qui peut changer et qui aura un impact énorme sur Boston, parce que c'est clairement, comme tu disais, leur point faible. Ouais, exactement. Affaire à suivre, mais effectivement, de toute façon, un succès de Boston, que ce soit au match 6 ou au match 7, ça ne peut passer que par des performances meilleures quand même de Jason Tatum. Avec vraiment, c'est marrant parce qu'en fait, en regardant simplement les lignes statistiques de Jason Tatum sur les finales, on pourrait avoir une image complètement différente, je trouve, de la réalité du jeu, dans le sens où, alors c'est une critique, mais enfin, c'est un compliment et une critique, en fait. C'est que je trouve que comme LeBron par le passé, parfois, il a cette capacité à pouvoir, comment dire, à pouvoir passer à côté de son match tout en étant productif. Enfin, un des plus beaux compliments que je puisse faire à LeBron James, c'est qu'au moins 2 fois dans sa carrière en playoff, je l'ai vu réussir des triples-doubles et donner l'impression d'avoir été absent et de ne pas avoir pesé sur l'issue du match. C'est pour dire à quel point le niveau de maîtrise de basket que ça représente. Et Jason Tatum n'est pas à ce niveau-là, mais il y a quand même des matchs où je trouve ça un petit peu parfois alarmant de me dire ah bah tiens, il y a Jason Tatum. C'est Jason Tatum qui est sur le terrain. Ça fait déjà 6 minutes que le match a commencé et tu t'es même pas rendu compte qu'il y a peut-être un des mecs qui est censé être dans les, je sais pas, 5, 10 meilleurs joueurs de la planète qui est sur le terrain. Ça, je trouve ça un petit peu inquiétant à court terme. Sur le moyen terme, long terme, pas tellement. Je pense que
il a tellement de talent, tellement de manifestement, il est tellement investi dans son travail individuel que ce sont des choses qui vont se gommer. On est encore en train de le voir grandir devant nos yeux. Mais là, je trouve que voilà, c'est des facteurs quand même que je trouve inquiétants à court terme, du moins pour cette série de playoffs du côté des Celtics. Oui, c'est un peu, il y a l'accumulation des minutes, il joue beaucoup, il a beaucoup de pression sur lui. Enfin, ça reste, c'est la première option de l'équipe et de manière complètement incontestable, quasiment pour la première fois par rapport à la hiérarchie avec Jaylen Brown. Euh, on a tellement déjà loué sa progression par rapport aux saisons précédentes sur la façon dont il accepte les responsabilités, la façon dont il a défendu contre des joueurs phénoménaux. Avec KD, toute la clique, voilà, il a quand même. Je pense que là, il est vraiment, il commence à lui aussi être un peu sur le fil au niveau physique. Et quand tu es un peu limite sur le plan physique et que tu dois te taper les Warriors et leurs mouvements, leur mouvement perpétuel, je pense que c'est peut-être encore là ce qui le sépare de la superstar ultime qui va réussir, même dans ce contexte, est très fatigué, à ressortir des matchs à 35, 40 points pour, euh, pour faire gagner l'équipe. Mais encore une fois, c'est pas le match suivant va peut-être nous montrer un Tatum qui va être celui qui va marcher sur l'adrénaline et avec le contexte se sublimer et pousser la série en 7, c'est aussi une très grosse possibilité, mine de rien. Ouais, en tout cas, ces finales, vraiment, je trouve qu'elles tiennent toutes leurs promesses dans le sens où tu peux pas en louper 2 minutes et te dire, bon, bah, le match est plié, je vais rentrer chez moi ou je vais aller me coucher. Vraiment une finale haletante, bien dur de donner un pronostic pour le match 6. C'est vrai que pour les raisons qu'on a données précédemment, euh, voilà, un Klay Thompson qui a été bon, mais je pense qu'il y en a encore sous la semelle. Stephen Curry qui peut revenir encore plus fort, je pense, au prochain match, hein. Andrew Wiggins en pleine confiance. Même chose pour Jordan Poole. Voilà, je me dis que les choses sont quand même bien engagées du côté des Warriors, mais la défense des Celtics est telle que je peux pas non plus, je peux pas me dire que c'est dans la poche pour Golden State. Donc je comprends le côté un petit peu effet d'urgence du côté de Steve Kerr pour vraiment faire saisir aux Warriors que ça serait une mauvaise idée de s'engager sur la route d'un match 7 et que c'est pas les Memphis Grizzlies en face à qui tu peux laisser un match à 30 points d'écart. Mais ouais, moi, j'ai juste une chose. J'ai hâte d'être à ce match. L'ambiance dans la salle, tout. Je sens que ça a tout pour être un match vraiment électrique. Il va se passer des choses. Le contexte, je peux pas imaginer les fans des Celtics ne pas me foutre une ambiance tarée et faire dégoupiller, faire dégoupiller Draymond Green. Je pense que ça va être complètement dingue. Après, est-ce que l'ambiance en elle-même va suffire à combler les petites différences et la marge que me semble toujours posséder Golden State? Je pense pas. Mais depuis le début, je dis que Golden State va gagner 4-1 ou 4-2 et à chaque fois, Boston arrive à être dans le coup, à ce que les matchs soient serrés, à ce qu'on se dise, ah ouais, non, mais même s'ils jouent s'ils jouent à 6, en fait, finalement, hein, quand tu regardes, il y a Grant Williams qui a un temps de jeu sympa en sortie de banc. Si je dis pas de bêtises, ils n'ont pas vraiment d'autres joueurs vraiment très, très exploités au niveau du temps de jeu, mine de rien. C'est que c'est des joueurs de garbage. Il y C'est a encore Peyton une fois Pritchard, mais sifflé. il était un peu mis, il a Ouais, un peu Peyton été mis au Pritchard, frigo là. et ouais, il est handicapant en défense, quoi. C'est ça le souci. S'il est bien, c'est sûr. Alors, typiquement, ça peut être le genre de match où il prend feu, où la salle lui donne l'espèce d'adrénaline et où il rentre 6 ou 7 shoots à 3 points et tu t'attends pas à ce que ce soit son match. Mais là, franchement, la performance du banc des Warriors enfin, c'était tellement supérieur et tellement, ouais, c'était tellement meilleur que j'ai l'impression que ça va encore refaire ça au match suivant et que ça va leur permettre de gagner. Et même, en fait, si on commence déjà à se projeter, même si Boston arrive au forceps à te sortir un match 7, enfin, ce serait complètement dingue d'aller que Boston soit champion en allant gagner à San Francisco sur un match 7 en jouant à 6 et en ayant la moitié de l'effectif en probable à 2 heures du match. Enfin, ce serait fou pour l'histoire. Mais écoute, on est preneur en soi. Une série en 7, ça nous va aussi, hein. Bah, complètement, d'autant que tu vois, c'était ce que je m'étais dit quand ils étaient menés face à Milwaukee. Je voyais pas les Bucks perdre les derniers matchs. Finalement, Boston m'a fait, comment dire, m'a fait mentir. Donc, j'enterre pas cette équipe de Boston. Comme tu dis, je pense que Jason Tatum a un grand match en lui. Il en a en tout cas tout le potentiel et tout le talent. Un match d'un mec comme Peyton Pritchard qui sort du banc et qui met dedans. Parce que tu dis qu'effectivement, il est pénalisant en défense, mais la différence par rapport à un Jordan Poole, c'est qu'il est pénalisant, je trouve, surtout par son gabarit, en fait.
pas forcément Et par ses capacités intrinsèques ni par son tempérament. C'est clair. Il se laisse pas faire. Quand il est face au ballon, il est agressif. Voilà, il a vraiment. On est d'accord, hein, c'est pas un stopper, mais c'est pas tout à fait le même, la même chose qu'avec un Jordan Poole, par exemple. Ouais. D'ailleurs, élément intéressant, on parlait de l'intelligence tactique d'une équipe comme les Warriors. J'étais très étonné que les Celtics n'essaient pas d'appuyer plus sur le fait de jouer Marcus Smart au post-off sur Jordan Poole. Et ça a marché sur 2 possessions de suite, si je ne me trompe pas, dans le match 5. Ouais. D'ailleurs, on n'a plus jamais revu cette configuration du match. Alors, est-ce que c'est un match, c'est long, on est pris par l'adrénaline, etc. Ça va vite. Donc, est-ce que c'est les joueurs qui n'ont pas ciblé ça d'eux-mêmes? Est-ce que c'est Ime Udoka qui n'a pas voulu exploiter ce match-up? Je ne sais pas. En tout cas, c'était à un moment, je me disais que c'était comment dire, une chose peut-être intéressante à exploiter un peu plus. On sait qu'ils auront décortiqué toutes les choses d'ici au match 6, donc peut-être Et qu'on connaissant aura Smart, l'occasion de voir ça après. connaissant Smart, s'il avait identifié ça comme un vrai souci, il l'aurait dit publiquement vous faites encore des passes, les gars, entre Jason et Jalen, et vous m'oubliez alors que je score. Après, peut-être que dans le vestiaire, c'est possible qu'il ait identifié ça et qu'il redemande et qu'on voit cette adaptation-là. C'est aussi ça qui fait un peu le sel entre chaque match et les adaptations. Tu te dis, ils ont repéré ça au match d'avant. Et donc, je ne serais pas étonné que là, sur Game 6, on voit Smart abreuvé de ballons au poste quand il y a Poole sur lui, c'est possible. Complètement. Après, encore une fois, la petite chose qui m'inquiète du côté des Celtics, c'est que jusqu'à présent, ils avaient fait un petit peu le choix de se dire, bon, si on perd, il faudra que ça soit Stephen Curry qui nous batte tout seul. Il a montré qu'il pouvait le faire. Et le dernier match, je pense, ça redonnait pas mal confiance aux autres joueurs autour de lui. Ouais. Potentiellement, tu t'orientes quand même vers un match 6 qui peut être vraiment de tous les dangers du côté des Celtics. Parce que si ça commence à tomber un peu dedans et de l'autre, derrière, cette équipe des Warriors, elle est trop forte, je pense. Quand elle prend vraiment confiance, si elle continue à jouer avec le sérieux qui est le sien là, au niveau des pertes de balles et défensivement, derrière, c'est vraiment, vraiment compliqué d'aller la chercher. Ah non, c'est clair. Mais je pense quand même que. Enfin, je suis en train d'imaginer de Draymond Green en cas de victoire dans le match 6 devant le public de Boston après ce qu'il a dit. Je me souviens je me souviens de ses déclats en début de saison. Si on est champion, vous allez nous entendre. Vous n'avez pas envie qu'on soit champion à la fin de la saison, sinon vous allez passer un sale moment. Et je suis en train d'imaginer la folie à Boston avec lui au milieu en train de faire le kéké. Ça peut être assez exceptionnel quand même. Et même chose, imagine la bronca s'il se fait expulser à la fin du premier quart-temps. Mais c'est la cote de l'expulsion de Draymond Green, elle est quand même elle est tentante. Hein, ouais, ça c'est clair. Ils vont tous. Tu penses que ça trash talk sur son podcast pendant les. C'est-à-dire que pendant le match, est-ce qu'ils lui font du trash talk sur. Venant du public, tu veux dire? Non, même des joueurs adverses. Ou alors est-ce qu'ils font gaffe parce qu'ils veulent être invités lors de la prochaine émission C'est une bonne question. En tout cas, ça va être intéressant à voir parce que franchement, il y a certains entraîneurs, tu sais, qu'ils auraient missionné clairement un joueur pour entrer sur le terrain avec comme seule mission un petit peu, comment dire, Grant Williams a tenté de le faire un petit peu sur quelques séquences, mais c'était pas joué, c'était pas, comment dire, un plan de jeu collectif établi manifestement, c'était plus du freelance. Ça marche pas avec Draymond, mais vraiment, tu mets un ou deux mecs en mission juste pour essayer de voir s'il va rester dans le match ou s'il va se laisser emporter. Je pense que voilà, du côté d'Ime Udoka, c'est une option qui peut se tenter sur un match en jeu comme celui-ci. On verra demain. Ouais, c'est sa réponse demain. Ça va être bien bouillant. Ouais, et nous, on va se reposer d'ici là, recharger les batteries. Encore une fois, si vous n'avez pas vu la magnifique cover signée de Clément Ogiela pour le MOOC Rivers numéro 10 sur les playmakers, on vous encourage à aller jeter un œil sur Basket Session, à le précommander tant que c'est possible. Vous savez que pendant les précommandes, les frais de port sont offerts et ça vous permet d'être parmi les premiers à le recevoir et surtout d'être sûr de le recevoir vu que chacun de nos numéros fait l'objet d'une édition. Chaque numéro de Rivers fait l'objet d'une édition limitée, pardon, c'est vraiment le manque de sommeil. Nous, d'ici là, on vous dit à très bientôt, peut-être en fin de semaine si la série devait s'abréger, peut-être la semaine prochaine si on va jusqu'au match 7. En tout cas, profitez de ces finales comme nous on en profite et à très vite. Ciao. Oh.